Bonsoir, nous continuons à suivre l'actualité en Ukraine avec grand intérêt. Cette actualité qui bouleverse, il faut le dire, complètement la donne au niveau mondial. Les premières conséquences économiques commencent déjà à se faire sentir et ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous parlons d'un acteur économique majeur. Depuis 10 ans déjà, deuxième économie mondiale, en passe de devenir numéro 1. Il s'agit de la Chine, surnommée l'usine de la planète. Pékin est allié historique de Moscou, à l'époque déjà du communisme, un allié aujourd'hui économique. Quid justement de ce contexte que nous vivons actuellement? La semaine a été marquée par ce rapprochement Arabie Saoudite-Chine concernant le marché pétrolier. L'information rapportée par les agences de presse parle de monnaie chinoise, le yuan, qui pourrait faire son entrée en plus du dollar dans le marché des hydrocarbures. Le géant asiatique attirera donc certainement toute l'attention les prochaines semaines, géopolitiquement et géostratégiquement parlant. L'émission de ce soir est intitulée « Conflit en Ukraine, quel rôle pour la Chine ?» Bienvenue dans Insight. Voici notre plateau pour ce soir. Monsieur Hassan Qassimi, bonsoir. Vous êtes expert des questions géopolitiques, vous êtes spécialiste de la gestion de crise, ancien directeur au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sur le plateau également, Nourdine Azouz, directeur de rédaction Reporter, bien sûr, tous les mercredis soirs avec nous. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nourdine, bonsoir. Bonsoir. Avec nous depuis Paris, Alexandre Kateb, économiste, conseiller en finance et stratégie, maître de conférence Sciences Po Paris, fondateur du site The Multipolarity Report. Et nous allons le retrouver dans un petit moment en visioconférence avec nous. Bonsoir Alexandre, si vous nous recevez. Sinon, on vous retrouve dans un petit moment. Alors, depuis le début de ce conflit, messieurs, en Ukraine, quelle est au juste la position de la Chine? C'est la première question que je vous pose. Commençons d'abord par le volet politique, si vous permettez. Nous allons parler par la suite du volet économique. La Chine, ancien allié communiste de la Russie, cela tient-il toujours, monsieur Qassimi? Oui, effectivement, le monde évolue dans des alliances qui sont politiques, dans des alliances qui sont militaires. Et là, nous évoluons actuellement dans le même schéma et dans la même logique. Alors, nous avons d'un côté une alliance occidentale et qui est dont le leadership est assuré par les Américains, et nous avons à côté des nations qui sont émergentes et qui arrivent dans la sphère internationale. Et parmi ces nations qui sont émergentes, nous avons la Chine, nous avons la Russie et nous avons d'autres pays. On les appelle les BRICS. Donc, nous avons un peu 5 pays qui sont en train d'émerger et qui prennent du poids sur le plan économique. Et là, on pourra peut-être expliquer que le monde est en train d'évoluer. Malheureusement, il est en train d'évoluer dans des schémas qui sont conflictuels, dans des schémas de confrontation qui laissent peu à la perspective d'une évolution sereine et qui pourrait établir peut-être des passerelles entre tous les pays, y compris l'Occident, les pays d'Asie et bien sûr, pourquoi pas, les pays qui sont sur le continent africain. Donc, c'est toutes ces problématiques que nous allons devoir aborder, examiner ensemble, et on pourra peut-être poser quelques questions qui sont importantes pour nous permettre de comprendre de manière plus claire ce qui se passe tout autour de nous. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une position ambiguë de la Chine par rapport à ce dossier? Selon les observateurs, on a des avis différents. Vous savez que les Chinois, la position lors du dernier vote au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, la Chine s'est abstenue. Il y a eu beaucoup de pays aussi, les pays africains, il y a eu à peu près 22 pays africains qui se sont abstenus. Et là, c'est une position qui revient à peu près à des principes de non-alignement. Vous savez, quand on s'abstient sur un dossier, il y a plusieurs raisons. On peut citer les plus importantes. La première, parfois, c'est des intérêts qui sont déterminants dans la position d'un pays et quand il passe au vote.
Et dans une deuxième position qui est moindre, c'est que quand on refuse de voter ou de s'abstenir, c'est qu'on veut ménager une certaine partie, pour la simple raison qu'il y a des intérêts de part et d'autre qui sont plus ou moins protégés pour ne pas entrer directement dans des schémas de conflit avec certains partenaires. L'Algérie aussi, elle s'est abstenue, elle n'a pas voté. Cela ne veut pas dire que l'Algérie supporte ou soutient tel ou tel parti. L'Algérie aussi a, sur le plan de sa diplomatie, de ses relations internationales, il y a de très forts principes qui sous-tendent notre politique internationale et notre politique étrangère. C'est de revenir aux principes des non-alignés qui font que l'Algérie ne s'inscrit pas dans des stratégies d'alliance, soit militaires ou d'autres alliances qui pourraient éventuellement évoluer vers des conflits d'intérêts. Très bien. Nordin Azzouz, allié historique, allié économique aujourd'hui? Moi, j'ai tendance à être prudent vis-à-vis du concept ou du terme allié-alliance. Il est vrai que les deux pays, la Chine et la Russie, sont issus d'un affranchissement spectaculaire. 1917 pour la Russie, 1949 pour la Chine. Il est vrai aussi que ces deux pays ont un parcours comparable par certains aspects. Avant 91 et avant la chute de l'URSS, il est vrai que ces deux pays sont connus historiquement pour avoir signé il y a très longtemps, en 1950, un pacte sino-soviétique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le terme d'alliance peut s'appliquer à eux, pour une simple raison que ce sont deux géants, deux grands pays qui ont des ambitions de puissance. Et quand on a des ambitions de puissance, foncièrement, il y a des divergences. Et il y a aussi des défenses d'intérêts qui sont respectifs aux uns et aux autres. Donc, première constatation de ma part, moi j'ai tendance un petit peu à me méfier du concept d'alliance. Cela dit, paradoxalement d'ailleurs, depuis la chute de l'URSS, depuis 1991, Pékin et Moscou développent quand même une relation politique et économique assez importante et qui s'est construite au bout de 30 ans et qu'on a vu se développer à travers certaines étapes, certaines haltes. Je citerai en 2001 par exemple la création de l'Organisation de la coopération de Shanghai et la multiplication des échanges économiques et commerciaux entre ces deux pays. Ça, c'est indéniablement une réalité. Cette relation économique et commerciale est en train de se muer ou se transformer en fonction des changements auxquels on assiste aujourd'hui en une autre relation de type stratégique, je dirais, même si il faut peut-être un petit peu nuancer, parce qu'encore une fois, ce sont deux acteurs qui ont des ambitions de puissance, qui ont des ambitions qui sont quand même propres à l'une et à l'autre, et qui, à un moment ou à un autre, quand on regarde bien, il y a des divergences. Donc, émergence d'une convergence stratégique qui s'explique par une chose que tout le monde connaît, c'est que les deux pays sont en situation de contestation de leadership américain. La Pax Americana, ils n'en veulent pas, et à juste raison. Quand vous discutez un petit peu, quand vous regardez les médias chinois accessibles en anglais ou russes accessibles en anglais ou en d'autres langues qu'on comprend sous nos latitudes, vous avez ce refus de leadership américain avec des arguments aussi costauds, si je puis dire, par terme de l'expression, que ce qui s'est passé en Moyen-Orient et la gestion qui a été faite par les Américains en Irak et ailleurs. Voilà. Donc, oui, il y a une convergence très importante, et convergence surtout au fait du refus du leadership américain et de la Pax Americana aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain ukrainien. Alors, tout le monde connaît, messieurs, le poids géopolitique et géostratégique et la puissance économique de la Chine, on est bien d'accord. Indéniablement. Certains observateurs estiment que la Russie, si elle a agi de la sorte, on s'attendait à ces sanctions de l'Union européenne, à ces sanctions occidentales, avait la garantie de la Chine. Est-ce qu'on peut tenir ce genre d'analyse, à votre avis ? Vous savez, il y a eu les événements qui se sont déroulés dernièrement, ça avait été prévisible. Et bien avant, depuis quelques années, le scénario actuel était préparé bien avant. Il y a eu des réunions très très importantes qui se sont déroulées, bien sûr, qui n'ont pas été rendues publiques, pour la simple raison qu'il y avait des décisions très importantes qui ont été prises
À savoir, c'est des scénarios actuels qui sont en train de se développer vers la confrontation. Et c'est des hypothèses qui sont très très dangereuses. Et malheureusement, nous ne sommes pas loin moi, le point de vue que je vais essayer de développer actuellement, j'essaierai de vous dire que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale, mais elle n'est pas nucléaire. Parce que actuellement, le conflit qui est en train de se développer en Ukraine prend de l'ampleur. Et là, la question qu'on pourrait se poser, et là, et à juste titre d'ailleurs, pour sortir un peu des images qu'on est en train de voir un peu sur les plateaux de télévision à l'occidental, c'est des plateaux de télévision qui se sont malheureusement transformés en état-major militaire et qui tirent sur tout ce qui est russe et sur tout ce qui est chinois. Et malheureusement, avec un tel état d'esprit, on ne risque pas d'expliquer à nos téléspectateurs les événements qui sont en train d'évoluer et qui sont très très dangereux. Alors, la question que je vais me poser maintenant, c'est de savoir maintenant, est-ce que effectivement nous sommes dans une confrontation bilatérale entre deux États, entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'effectivement c'est la Russie qui fait la guerre à l'Ukraine ou c'est le contraire? Ne sommes-nous pas en présence d'une autre forme de guerre où on a la Russie d'un côté et l'Amérique de l'autre, donc où ça prend beaucoup plus d'ampleur? Mais quand on essaye de décortiquer un peu et d'analyser les événements qui sont en train de se développer sur le terrain, on s'aperçoit que nous ne sommes pas en face d'une guerre ukraino-russe, mais nous sommes en face d'une guerre russo-américaine. Vous voyez, toutes les armes qui sont en train d'arriver en Ukraine, c'est des armes d'une quantité industrielle qui viennent de partout de l'Europe et des États-Unis. Et vous voyez aussi le montant faramineux qui a été débloqué par les Américains, c'est 12 milliards de dollars, entre guillemets, destinés à l'humanitaire, mais la réalité, c'est pour l'achat des armes qui vont être acheminées vers l'Ukraine. Et c'est là où on va essayer de poser d'autres questions qui sont encore plus importantes. Ne sommes-nous pas en présence d'une situation qui peut évoluer vers un scénario apocalyptique? Et là, croyez-moi, quand on a vu aujourd'hui les déclarations du président Zelensky au Parlement français, qui demande encore des armes, qui demande un engagement militaire de la France, et il a fait la même chose avec les Allemands, il a fait la même chose avec les Anglais. Alors, qui est en train d'instrumentaliser le président Zelensky pour évoluer vers le pourrissement? C'est des questions qui se posent et qui ont besoin d'une certaine réponse pour qu'on puisse un peu éclairer sur les risques potentiels d'une telle évolution qui ne seront pas d'ailleurs bienfaiteurs pour toute l'humanité. Dans les Nazous, ça vous inspire un commentaire, ce qui vient d'être dit par M. Rassimi? Oui, juste d'ajouter que par rapport à ce que vient de développer M. Kassemi, il faudra regarder ce qui va se passer demain à Bruxelles, puisqu'il y aura le sommet de l'OTAN, pour lequel le président américain Biden s'est déplacé. Il y aura un sommet de l'Union européenne. Et je pense qu'à l'issue de ces deux grands rendez-vous, il y en a un autre aussi. Je crois que c'est le G7. Il y aura certainement des éléments d'information sur les scénarios possibles et les développements possibles. Pour répondre à votre question tout à l'heure, moi je pense la réponse relève du renseignement. Est-ce que la Chine était au courant, est-ce que la Russie était au courant de la position qu'on considère comme conciliante de Pékin vis-à-vis des opérations menées en Ukraine? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir aux discours et aux déclarations officielles du gouvernement chinois. Qu'est-ce qu'ils disent? Notamment la dernière déclaration qui a été signée en commun avec l'Algérie à l'issue de la visite du chef de la diplomatie Abdel Lamamra à Pékin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous sommes pour la souveraineté et l'intégrité du territoire de chaque pays. Ils disent aussi que chaque pays a le droit d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces territoires. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en fait dans le scénario russe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine avant le conflit aujourd'hui, si ce n'était pas une base avancée des Américains et qu'est-ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui si ce n'était pas aussi un terrain qui abritait des dispositifs d'armement pas dissuasifs mais d'attaque et qui menaçaient directement les intérêts russes.
Voilà, donc la position, encore une fois, de la Chine est une position de principe qui revient de loin, hein, quand même. Hein. Donc le droit des États à se protéger et à assurer la sécurité, mais aussi à tenir compte aussi de certaines circonstances, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Russie et son voisin ukrainien. Et tous ces dispositifs-là, parce que M. Kassimi a raison, je crois que le conflit qui va boucler son 30e jour, je crois, demain ou... déjà. Voilà, déjà, va encore connaître des développements auxquels on ne s'attendait pas. Du tout. Voilà. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, M. Kassimi, avant de donner la parole à Alexandre Kateb Moi, je voudrais dire une chose, c'est que pratiquement tous les médias, tous les moyens de communication sur le plan international, aussi bien les chaînes françaises, américaines et anglaises, sont en train de nous pratiquement présenter un seul angle de vue qui déforme un peu la réalité, qui essaye de manipuler la réalité. Maintenant, les problèmes de fond que nous devons poser, c'est que le problème ukrainien, actuellement tel qu'il est en train de se poser, est le résultat d'une extension illimitée de l'OTAN vers l'Est. Souvenez-vous, en 1991, quand l'URSS s'est effondrée, il y a eu un accord écrit entre les Russes, Gorbatchev, et les Américains. Reagan, à l'époque. Et les Américains, à l'époque, c'était, je ne me souviens plus du président en 81 américain qui était président à cette époque-là. Bush. Bush père. Bush père. Et il y a eu un document qui a été publié, qui est sorti, qui a été publié aux États-Unis, qui existe bel et bien. Et les Américains se sont engagés à ce que l'OTAN et l'Union européenne ne s'étendent pas d'un mètre vers les frontières de l'Est en direction de la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les Américains ont menti. C'était le gros mensonge et il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, c'est l'OTAN qui s'est étendue vers l'Est et qui a intégré les 10 républiques, ex-républiques socialistes. Et maintenant, l'OTAN a la ferme intention aussi d'intégrer l'Ukraine, même s'il y a des démentis de part et d'autre de la part des Européens et des Américains, mais le projet d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est un projet réel. Et si ce n'était l'intervention des Russes en Ukraine, croyez-moi que l'Ukraine aurait été intégrée comme ça a été fait avec les autres républiques socialistes. Maintenant, l'arrivée en Ukraine de la Russie, il y a eu des événements majeurs qui se sont déroulés. On s'est aperçu que aux frontières russes, les Américains étaient en train de faire des recherches qui sont très dangereuses, et on a aussi constaté qu'il y avait 30 laboratoires de recherche américains aux frontières russes. Et là, je me demande, est-ce que les Américains n'étaient pas sur le point de déclencher contre la Russie une guerre bactériologique et biologique? Il y a des informations qui sont sorties, qui sont très compromettantes, et là on pourra peut-être parler de ce sujet tout à l'heure. Donc voilà, en gros, c'est que l'Occident et l'OTAN ont commencé à faire la guerre à la Russie depuis 30 ans. Maintenant, si on veut expliquer comment le phénomène est en train d'évoluer et comment il est arrivé à cette situation, il faudrait expliquer toute l'histoire. Il ne faudrait pas expliquer la fin de l'histoire. Sinon, vous risquez... reprendre les choses pile. Bien sûr, il faut tenir un discours équilibré pour qu'on puisse présenter tous les éléments du puzzle et tous les événements tels qu'ils se sont déroulés réellement sur le terrain. Parfait. Poids géopolitique, géostratégique de la Chine, on en a parlé. On arrive au volet économique. Alexandre Kateb est avec nous en ligne, économiste, je rappelle, conseiller en finance et en stratégie, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Ahmed et bonsoir à vos invités. Merci. Alors,
la Chine est l'usine du monde, tout le monde le sait, tout, absolument tout, se fabrique dans ce pays. Question simple, Alexandre Kateb, la Chine peut-elle aujourd'hui se permettre de couper du jour au lendemain toute relation économique avec l'Occident si on prend en compte que c'est l'allié stratégique de la Russie? La Chine n'a pas intérêt à se couper de l'Occident pour une raison simple, c'est que la Chine n'a pas encore achevé son rattrapage technologique sur les puissances occidentales et notamment sur les États-Unis. Elle a fait des progrès énormes, spectaculaires même dans certains domaines, mais il lui reste encore un chemin à parcourir pour atteindre le même niveau que les États-Unis sur des technologies critiques, par exemple comme les semi-conducteurs, pour lesquels en fait la Chine a à peu près une quinzaine d'années de retard. Et donc, elle a intérêt, tant que ce retard n'a pas été comblé, de garder des relations avec l'Occident et de bénéficier encore de ces transferts de technologie. À partir du moment où elle pourra se passer de ces transferts de technologie, là, la donne aura complètement changé. Mais les États-Unis l'ont bien compris. Et toutes les mesures qui avaient été prises par l'ancien président Donald Trump, justement, à freiner l'ascension de la Chine et son processus de rattrapage économique et technologique. Parfait. Alors, Alexandre Kateb, on va commenter aussi avec vous l'actualité et je vous pose la question pour faire réagir le plateau ici à Alger. L'actualité cette semaine a été marquée par ce rapprochement Arabie Saoudite-Chine, j'en parlais au début de l'émission. La monnaie chinoise, le yuan, pourrait faire son entrée dans le marché pétrolier en plus du dollar. Question directe, est-ce envisageable? Est-ce faisable à la tournure que prennent les choses, Alexandre Kateb? C'est non seulement envisageable, mais je pense que c'est une évolution inéluctable. Et c'est très important que la Chine prenne cette initiative parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est quasiment, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Et donc, ce type de décision aura un impact systémique. C'est une décision qui va aussi permettre de conforter la stature internationale du yuan et lui permettre de devenir cette monnaie internationale de réserve qui pourra concurrencer le dollar à l'échéance de quelques années, puisque les échanges de matières premières sont justement un domaine qui était la chasse gardée du dollar. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. Et une autre qui pourrait être prise dans les jours qui viennent par l'Union européenne et qui émane de la Russie en fait, puisque le président Poutine a souhaité que le pétrole vendu et le gaz vendu aux Européens soient facturés en roubles. Donc même s'il y a des résistances de la part des Européens à cette évolution, néanmoins on voit que ça participe aussi du même mouvement et c'est encore une mesure qui va on va dire diminuer le rôle international du dollar sur ces marchés. Parfait. Monsieur Qassimi, vous pensez que c'est envisageable? Quel en serait l'impact en tous les cas? Je vais vous dire une chose, c'est que la mondialisation a réussi le pari de rendre le monde interdépendant. Mais bien sûr, l'interdépendance a peut-être été un bienfait pour l'humanité et pour les populations mondiales, mais c'est aussi, il y a le côté court, c'est que l'interdépendance a aussi créé d'autres facteurs, c'est le développement de l'insécurité. Et quand vous avez des événements de crise ou de conflit dans une région, ça impacte immédiatement le reste des régions. Donc, vous savez que l'interdépendance a des facteurs positifs et aussi, elle a développé aussi d'autres facteurs qui ne sont pas positifs. Je vous donnerai l'exemple du Covid-19, la manière avec laquelle il s'est répandu dans le monde. Et c'est grâce aussi à cette interdépendance des populations où pratiquement toutes les frontières ont été levées et qui a permis à ce que l'interdépendance a pesé de tout son poids sur certaines situations qui ont été très difficiles en matière sanitaire, en matière sécuritaire, en matière économique aussi. Maintenant, pour la force de la monnaie chinoise, je voudrais dire que les Chinois sont en train de travailler depuis une trentaine d'années
pour faire de leur monnaie une monnaie convertible et une devise. C'est vrai que pour le moment actuellement, la monnaie chinoise a réussi depuis, je crois, et si je me trompe, l'expert pourra peut-être me corriger, depuis 2015 à intégrer le panier du FMI, des DST, des droits de tirage spéciaux, et c'est devenu avec cinq monnaies qui sont connues, qui est devenu une devise, mais on l'appelle le renminbi. Ce n'est pas le yuan, mais c'est le renminbi. Et là, croyez-moi que le commerce international reste toujours dominé par les Américains et par les Européens. Vous savez que pratiquement 70% du commerce international se fait avec le dollar et l'euro, et la nouvelle monnaie chinoise ne prend que l'équivalent de 7 à 8% du marché international dans le commerce des biens et des services. Donc, vous savez que les Chinois travaillent pour le long terme, pour l'horizon 2030-2040, et c'est là où ils ont des ambitions d'être une nation dominante, d'avoir un leadership. Et selon les experts qui sont en train de faire certaines anticipations, donne la Chine comme le pays qui sera d'ici 2030-2040, qui arrivera à déclasser les Américains et déclasser aussi les Européens. Et là, les équilibres mondiaux risquent de changer fortement. Yuan et dollars dans le marché pétrolier, vous en pensez quoi? Les Chinois s'inscrivent dans la perspective de 2049, qui sera une année anniversaire de 1949. L'affranchissement spectaculaire dont je parlais tout à l'heure et l'émergence de ce pays comme acteur majeur sur la scène internationale. Yuan, dollar, rouble, ça répond à la question que vous avez posée au début de l'émission et qui explique encore une fois la convergence d'intérêts entre Moscou et Pékin sur un certain nombre de questions, notamment la recherche d'une alternative au leadership américain, tant sur le plan stratégique que sur le plan économique, etc. Les deux pays travaillent aujourd'hui chacun selon ses moyens. Je pense que les Chinois ont davantage de moyens par rapport aux Russes, qui reste une économie quand même relativement faible par rapport à l'économie chinoise. Donc tous les deux travaillent à la dédollarisation de l'économie mondiale, à trouver une alternative au système qui régisse aujourd'hui cette économie mondiale. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, on a parlé sur ce plateau sur la recherche d'une alternative au système SWIFT. Et là, c'est en cours aujourd'hui. Et ce qui se passe entre les Chinois et les Saoudiens pour échanger avec une autre monnaie que le dollar sur le marché énergétique participe aussi de cette logique-là aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'aimerais poser la question suivante à Alexandre Kateb. L'extraterritorialité du droit américain grâce à la monnaie américaine, le dollar, tout le monde connaît ce principe. Est-ce qu'avec l'entrée du yuan éventuel dans le marché pétrolier, c'est le début de la fin de cette extraterritorialité ? Non, je ne crois pas, parce que l'extraterritorialité, en fait, elle repose sur les équilibres qui existent, et notamment, comme ça a été évoqué, par la part prédominante du dollar dans les transactions internationales, et c'est quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est une évolution sur la durée. Ça repose aussi sur la force en fait du système de soft power américain qui est présent dans tous les aspects de notre vie quotidienne, à travers les entreprises et les fameuses GAFAM, et à travers de nombreux autres canaux. Et donc l'extraterritorialité, elle repose là-dessus, puisque toute entreprise dans le monde a ou pourrait avoir des relations avec une entreprise américaine ou pourrait utiliser le dollar. À partir du moment où vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez être soumis à ces sanctions et à cette extraterritorialité. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'alternative, mais il y a des substituts, des ersatz, si vous voulez, à travers des systèmes qui sont développés pour contourner ces sanctions
Euh, et c'est en fait plus ça pousse ceux qui sont soumis à ces sanctions à rechercher des alternatives, jusqu'à ce que les alternatives représentent une sorte de contre-système et finissent par devenir le système. Et je pense que c'est ce qui pourrait arriver dans les années qui viennent. D'accord, la connexion est un peu mauvaise parfois, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs. Monsieur Qassimi ? Oui, je voudrais peut-être soulever quelques problématiques. C'est que le monde actuel a été construit juste après la Deuxième Guerre mondiale et pratiquement toutes les institutions financières et monétaires internationales ont été pratiquement le fruit et la volonté des vainqueurs qui ont imposé des systèmes économiques et financiers qui garantissent et qui consacrent la domination des Américains à travers leur monnaie. Vous savez que les Américains, avec le système Bretton Woods qui a été fait en 1944, si j'ai une bonne mémoire, c'est que le dollar a été indexé à l'or. Sur le plan international, si vous avez du dollar, vous pouvez l'échanger avec de l'or au niveau de la Banque fédérale américaine. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu une grosse escroquerie sur le plan international, et il y a eu des déclarations du président Nixon durant les années 60, où il avait déclaré que l'Amérique produit du dollar, mais elle ne tient plus compte de ses réserves en or. Ce qui fait que l'argent, le dollar qui est en train d'être produit actuellement, c'est comme on appelle ça, de la planche à billets, qui permet de produire d'une manière illimitée du dollar. Et là, les Américains, certains experts ont dit que le dollar appartient aux Américains, mais l'inflation appartient aux autres. Donc voilà, nous sommes dans une situation qui pose des problématiques de remise en cause de ce système qui est injuste et qui assure une domination à la limite impériale de l'ordre mondial. Et là, je crois que les Chinois, les Russes et d'autres nations émergentes ont pour objectif et ont pour objet, bien sûr, de remettre en cause cet ordre mondial qui a été construit par des vainqueurs qui assurent une domination sur les relations internationales. Alors, ceux qui parlent aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial, ordre économique de surcroît, avec ce conflit en Ukraine, et avec le rôle de la Russie, et avec le poids de la Chine, est-ce qu'ils ont le droit d'en parler maintenant ou c'est un peu trop tôt de parler d'un nouvel ordre ? Vous savez, le nouvel ordre, souvenez-vous, notre président Houari Boumediene avait fait un discours aux Nations Unies très très important et historique, et dans lequel il avait pratiquement fait le contour de la remise en cause d'un ordre déjà établi qui était injuste et la nécessité d'aller vers un nouvel ordre international, aussi bien économique que, bien sûr, financier. Et voilà. Donc, c'est des problématiques qui sont importantes, mais croyez-moi que le monde se construit sur des dominations, ne se construit pas à partir de la diplomatie ou à partir de négociations. Donc, c'est la force et c'est la domination qui détermine un peu le statu quo. Vous avez vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, par exemple, je prends le cas de l'Irak, le cas de la Syrie, ce qui s'est passé après la chute de l'URSS dans les Balkans en Yougoslavie, c'était les nations nantis et occidentales ont utilisé la force en dehors du droit pour imposer une extension illimitée de la zone d'influence de l'Occident. Et là, vous savez que les pays particulièrement les pays émergents qui contestent un peu l'ordre établi, ont des difficultés pour essayer de remettre en cause tout cet édifice qui est imposé par la force. Oui, on est dans un processus de négociation ou de remise en cause de l'ordre mondial hérité, comme a dit M. Qassimi, de la Seconde Guerre mondiale, qui a été imposée au reste par les vainqueurs de l'époque. Mais c'est un processus qui est en cours et en devenir aujourd'hui, avec des indications assez intéressantes. L'hyperpuissance américaine, c'est fini. On ne parle plus du BRICS américain comme à l'époque où Bill Clinton était à la Maison-Blanche.
ça c'est clair. La domination ultra et quasi planétaire des États-Unis, on n'en parle plus, c'est du passé. On parle aujourd'hui des velléités, plus que des velléités, de la politique de la Chine à s'établir comme un acteur majeur, audible et visible sur toutes les tribunes et sur toutes les scènes où se joue l'avenir du monde aujourd'hui. Donc, processus en cours, qui peut nous révéler quelques surprises, qui peut connaître des hiatus ou des perturbations, mais il y a des indications qui disent que, de toutes les façons, qui nous montrent aujourd'hui que ce que le monde a vécu jusqu'à pratiquement la fin des années 90, où on parlait de l'hubris américain et de l'hyperpuissance, c'est un processus aujourd'hui qui est pratiquement fini aujourd'hui. Et c'est pas nous qui disons ça, vous avez des experts occidentaux qui sont philo-américains, complètement alignés sur les États-Unis et leur politique dans le monde, qui le disent aujourd'hui. Alexandre Kateb, nouvel ordre économique mondial, trop tôt pour en parler à votre avis ou pas encore? En fait, il faut se placer à différents niveaux et en fonction des niveaux, en fonction des domaines, on peut observer déjà ce nouvel ordre économique. C'est déjà le cas, par exemple, dans le domaine Alors la liaison numérique, est un peu mauvaise. à travers les grands groupes chinois. Mmh. Oui, continuez. On a aussi, on a aussi cette alternative dans un certain nombre, par exemple, de grands projets de construction d'infrastructures où vous avez une offre aujourd'hui chinoise qui est capable de rivaliser et qui souvent l'emporte d'ailleurs sur les propositions qui sont faites par des entreprises occidentales aux autres pays du monde, parce que le véritable enjeu, c'est le contrôle de cette majorité silencieuse de pays qui aujourd'hui sont parfaitement historiques avec les États-Unis et l'Occident sur le plan économique en tout cas, et leurs affinités avec la Chine et ses alliés. On peut parler de la Russie, on peut parler aussi de l'Iran par exemple, des puissances qui en fait refusent une sorte de dominium ou d'impérium américano-européen sur le monde. Très bien. Il y a une alternative avec le rôle du dollar qui reste encore dominant. Très bien. On va essayer de revenir une dernière fois à vous avec une question à laquelle je tiens particulièrement à vous poser. J'espère que la connexion nous permettra, la liaison. Monsieur Qassimi, il y a un point sur lequel vous souhaitez rebondir? Oui, ce que je veux dire, c'est que l'omnipotence de l'Amérique, on va encore la supporter encore pendant longtemps. Mais ce qu'on doit dire aussi pour atténuer cela, c'est qu'on est arrivé à un niveau de développement des forces dissuasives à un point où pratiquement nous sommes en présence d'un équilibre de la terreur. Je m'explique. C'est que les pays tels que l'Amérique, la Russie ou la Chine se neutralisent en matière d'armement nucléaire. Donc, il n'est dans l'intérêt de personne d'ouvrir pratiquement des champs de bataille qui se termineraient par pratiquement la destruction de tout le monde. Donc, il n'est dans l'intérêt de personne d'aller vers une guerre mondiale atomique. Maintenant, le président Macron, la dernière fois, l'a dit dans son discours, et il a fait des constats qui sont importants, disant que le leadership occidental, le leadership américain est déjà dépassé. Et là, croyez-moi, que les Américains doivent comprendre que le monde est en train de changer et que le monde ne peut plus être dirigé de manière unilatérale en utilisant des procédés que beaucoup de pays refusent. Les relations internationales ne peuvent pas être dictées ni par la menace, ni par l'extorsion. Et là, les Chinois l'ont fait entendre
et particulièrement dernièrement, quand il y a eu la 6e flotte américaine qui a traversé le détroit de Taïwan, et c'est encore une autre provocation à l'égard de la Chine, et il y a eu d'autres provocations qui sont aussi importantes. Souvenez-vous, en septembre 2021, il y a eu un accord entre les Américains, on appelle l'accord de sécurité d'AUKUS, un accord entre les Américains, les Anglais et la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est un accord qui doit permettre de contrôler tout l'espace Indo-Pacifique et dans le but principal de contenir la Chine et de neutraliser la Chine dans cet espace qui est un espace stratégique parce que 70% du commerce international se fait au niveau de cette zone. Vous avez l'Asie, vous avez l'océan Pacifique et vous avez l'océan Indien. C'est pratiquement plus de la moitié de la population mondiale. Et aussi, vous avez, sur cet aspect, vous avez des intérêts européens qui sont très très importants. Et dans cet accord de sécurité, vous remarquerez que les Européens ont été écartés. Les Américains ont préféré s'allier avec les Anglais tout en écartant les Européens parce qu'il y a des enjeux économiques très importants. Et sur cet espace Indo-Pacifique, les Européens ont pris beaucoup d'avance sur les Américains et il y a maintenant d'autres rivalités américano-européennes et les Américains, en mettant en place ce dispositif pour le contrôle de cet espace, c'est de rattraper tout le retard qu'ils ont vis-à-vis de l'Europe sur le plan commercial et économique. C'est une question que je vous poserai à la fin. On va faire un peu de philosophie, si vous voulez, vraiment à la fin de l'émission. Cette position abstentionniste de certains États, beaucoup de pays même, et africains notamment, et en l'occurrence, ça choque aujourd'hui énormément de pays européens qui pensaient réellement que ces pays étaient de leur côté. Ça vous inspire quel commentaire, ce genre d'attitude ? Écoutez, je vais essayer de vous dire un peu mon sentiment mon regard, sur le sujet. Et là, croyez-moi que nous devons absolument tirer des enseignements. C'est un vote un peu qui doit nous permettre de dire que l'Union africaine est sortie divisée dans ce vote. Parce qu'il y a eu, on s'est aperçu qu'il y a eu deux blocs en Afrique. Une partie qui a soutenu la résolution des Nations Unies condamnant la Russie, et une partie, 22 pays qui se sont abstenus. Donc, dans tout ça, c'est que l'Union africaine est divisée. Elle n'a pas réussi à unifier pratiquement la position de tous les pays pour défendre un peu les intérêts du continent, parce qu'on a des intérêts sur le continent à défendre. Et il n'est pas dans notre intérêt aussi de se mettre sous la coupe de tel ou tel parti. Donc, ça, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer. L'Union africaine est sortie affaiblie de ce conflit, de ce vote au niveau des Nations Unies. Maintenant, ce qui est un peu dans tout ça, ce qui a un peu intrigué les Européens et les Américains, c'est que le président de l'Union africaine, qui est Macky Sall, qui est un Sénégalais, les Sénégalais sont connus par leur proximité occidentale, ne se sont pas mis sous la coupe des Américains ou des Français. Le deuxième enseignement qu'on pourrait tirer, c'est que la France a perdu de son influence en Afrique, parce qu'il y a une bonne partie de l'Afrique qui n'a pas suivi les consignes qui ont été données par la France de soutenir cette résolution. Donc, dans tout cela, je pense qu'il est dans l'intérêt, moi si je dois parler de l'Afrique, dans l'intérêt de l'Union africaine d'aller pour l'avenir vers des positions communes, des positions où la solidarité serait la règle pour défendre les intérêts de l'Afrique et non pas les intérêts de la France ou les intérêts d'une autre partie. Oui, de toute façon, ceux qui ont été choqués par la position abstentionniste d'un certain nombre de pays et d'États africains, en fait, n'ont de conception des relations internationales que le suivisme et un rapport de domination. Ils ont oublié que les États et les pays sont d'abord des intérêts en fonction du moment et de la conjoncture que l'on vit et ce qui s'est passé. Ajouter à cela, on peut
faire remarquer aussi que certains, dans l'Algérie par exemple, ont agi en fonction d'un lent historique et d'un élément fondamental de notre politique étrangère, c'est le non-alignement et le fait de se tenir à distance des logiques de blocs et de camps. Voilà. Alors, Alexandre Kateb, vous avez été l'auteur en 2011 de l'essai intitulé « Les nouvelles puissances mondiales, pourquoi les BRIC changent le monde ». Vraiment, l'intitulé est exact. 10 ans après, franchement, est-ce que vous vous attendiez à ce genre de scénario que nous sommes en train de vivre? Je ne m'attendais pas du tout à ce type de scénario. Enfin, je ne m'attendais pas à la déflagration militaire à laquelle on assiste aujourd'hui, compte tenu aussi des relations qui existent entre la Russie et l'Ukraine, hein, qui sont vraiment deux peuples frères. Mais il est vrai que déjà quand j'écrivais ce livre, je voyais l'évolution des dynamiques entre les différentes puissances émergentes ou réémergentes dans le cas de la Russie et les efforts déployés de part et d'autre par les puissances occidentales pour freiner l'ascension de ces nouvelles puissances mondiales ou renaissantes et pour continuer d'avoir cet emporium occidental sur le monde. Je pense toujours aujourd'hui que la bataille se joue sur le plan économique avant tout, et qu'on assistera probablement à des guerres périphériques comme celles qu'on vit aujourd'hui, des guerres par pays interposés, puisque, comme ça a été rappelé par vos invités, en raison de la terreur nucléaire, enfin de l'équilibre de la terreur nucléaire, les conflits entre les grandes puissances sont pour l'instant relativement peu probables, bien que ce ne sera pas forcément toujours le cas à l'avenir. C'est ça qui m'inquiète en fait le plus, parce que historiquement, à chaque fois qu'on a observé une évolution des grands équilibres mondiaux, ça s'est fait à l'issue d'une guerre, et une guerre mondiale. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, avec l'équilibre de la terreur, ce scénario a été pour le moment évité, mais je vois pas ce qui pourrait à un moment donné éviter une guerre frontale entre la Chine et les États-Unis, hein, puisque la Russie dans ce jeu-là n'est finalement qu'un acteur secondaire. Parfait, merci beaucoup Alexandre Kateb. Nous arrivons quasiment à la fin de l'émission. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Paris, en France. Vous êtes, je rappelle, économiste, conseiller en finance, en stratégie, maître de conférence Sciences Po Paris et fondateur du site Multipolarity Report. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Je terminerai avec vous, messieurs, par cette question. Aujourd'hui, si on considère que l'Europe serait le grand perdant de ce conflit, pour la simple raison que les États-Unis n'avaient pas vraiment de relation commerciale avec la Russie. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Est-ce qu'on peut tenir ce genre de raisonnement philosophique à la fin? Mais vous avez raison parce que, vous savez, des politiques jusqu'au boutistes et qui sont à l'extrême et qui poussent l'Europe vers des positions et des attitudes suicidaires. Regardez actuellement, les Européens sont devant pratiquement une problématique et un dilemme insoluble. Faut-il aller vers l'embargo gazier et pétrolier? C'est une problématique qui se pose avec beaucoup de douleur pour les Européens, pour la simple raison que l'embargo, si peut-être l'embargo du pétrole peut être plus ou moins soutenu par les Européens, mais croyez-moi que l'embargo du gaz sera un véritable suicide pour les Allemands, qui est la plus grosse économie de l'Europe, et pour le reste des pays. Et dans tout ça, croyez-moi que vous avez un effet d'entraînement des phénomènes qui se développent et qui ont provoqué pratiquement une augmentation des prix, une inflation et une raréfaction de certains produits. Et si cela risque de durer dans le temps, nous allons peut-être évoluer vers une récession qui sera
terrible pour les économies européennes. Et là, peut-être qu'on pourrait parler de l'Algérie, quels sont les impacts de tout ce qui se développe un peu. Il faudrait quand même qu'on parle un peu de notre pays, avec tout ce qui se développe tout autour de nous, dans le monde et dans ces conflits qui ne sont en réalité que des tentatives de redéfinir de manière brutale et violente les zones d'influence. L'Ukraine, nous sommes dans ce scénario, nous sommes dans un schéma de redéfinition des zones d'influence par l'extension de l'OTAN vers l'extrême. Mais l'objectif de tout ça, c'est de provoquer l'effondrement de la Russie. L'objectif de la crise qui se déroule actuellement et l'enjeu le plus important qui est en train de se dérouler en Ukraine, c'est de provoquer l'effondrement de la Russie. La Russie et la Chine, les Américains sont en train de mettre tout autour pratiquement un encerclement, un dispositif d'encerclement aussi bien dans le Pacifique que dans l'océan Indien, que dans le Caucase ou en Asie centrale. Et là, c'est une véritable opération d'encerclement de ces deux pays pour pouvoir les asphyxier sur le plan économique. Nordine Azouz, 30 secondes. Oui, constat indéniable, les Européens sont en train de payer une politique de plusieurs décennies. Ils sont en train de payer la difficulté de leur dépendance, plutôt de leur dépendance vis-à-vis de la source énergétique russe, gaz et pétrole, et de leur alignement sur la politique américaine. Mais en même temps, il y a d'autres tendances qui sont en train de manifester. Jamais on a autant parlé de transition énergétique en Europe et de la recherche d'une alternative. Donc on est en situation où l'on voit les Européens dans une extrême difficulté à gérer leur forte indépendance vis-à-vis de leurs ressources énergétiques russes et leur alignement sur la politique américaine, parce que alors certains parlent même de vassalité, je trouve un peu le terme fort, mais il n'est pas tellement inexact. Mais en même temps, dans les milieux politiques et dans les milieux énergéticiens, on parle aussi de la nécessité de développer d'autres alternatives, notamment sur le plan énergétique. Très bien, merci beaucoup Nordine Azouz, merci une nouvelle fois à Hassan Qassimi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert des questions géopolitiques, spécialiste en gestion de crise et ancien directeur au ministère de l'Intérieur. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À la semaine prochaine. Bonsoir.